L'héritage de l'Empire. Chapitre 1. La lettre perdue. Le soleil se levait sur le port de Séville, dorant les voiles des navires voguant vers la Méditerranée. Dans l'ombre des quais, un jeune homme aux cheveux noirs et au regard interrogateur, Fernando de Valcázar, marchait d'un pas déterminé. Son manteau laissait à peine entrevoir l'épée qui pendait à son côté, souvenir d'un père mort trop tôt, laissant derrière lui un héritage nimbé de secrets et de lettres anciennes. Fernando avait 19 ans, mais une maturité précoce lui donnait l'air plus âgé. Aujourd'hui, il devait remettre un message crucial à un marchand génois, un document qui pourrait changer le destin de sa famille, et peut-être celui de l'Empire tout entier. Au détour de la rue Arenal, un murmure le fit s'arrêter. Un homme encapuchonné émergea de l'ombre, son regard mêlant ruse et menace. Fernando de Valcázar demanda l'étranger d'une voix grave. Fernando ne répondit pas immédiatement. Son instinct lui disait que cette rencontre n'était pas fortuite. D'un geste rapide, il dissimula la lettre dans la doublure de son manteau. « Cela dépend de qui vous le demande », finit-il par répondre. L'homme sourit avec dédain et sortit une bague ornée d'un sceau inconnu de Fernando. « Sachez donc que les apparences sont parfois trompeuses. Certains recherchent cette lettre avec plus d'ardeur que n'importe quel pirate en haute mer. » Fernando pâlit. Il savait que la missive n'était pas un simple message, elle recelait la clé d'un secret ancestral, un héritage que son père lui avait confié sous serment, le protéger à tout prix. Avant qu'il ne puisse réagir, l'étranger disparut dans les ruelles, comme s'il n'avait jamais été là. Fernando resta seul, le cœur battant la chamade. Il sut qu'à partir de cet instant, sa vie ne serait plus jamais la même. Tandis qu'il se dirigeait vers le port, les paroles de son père lui revinrent en mémoire. « Fernando, le vrai pouvoir ne réside ni dans l'épée ni dans l'or, mais dans la vérité que l'on garde et le secret que l'on protège. » La brise du Guadalquivir lui caressa le visage, emportant avec elle un parfum d'encens et de bois humide. Chaque pas le rapprochait d'un destin incertain, où alliés et ennemis pouvaient se confondre, et où une simple lettre pouvait déclencher des tempêtes qui changeraient le cours de l'histoire de l'Empire. Fernando contempla l'horizon, et dans ses yeux se reflétait la détermination de celui qui s'apprêtait à pénétrer dans un monde de complots, de trahison et de pouvoir occulte, un monde qui le pousserait à être plus qu'un jeune noble, un protecteur de l'héritage impérial. Chapitre 2. Ombre sur Séville. La ville s'éveilla au son des cloches et aux cris des marchands ambulants, tandis que le soleil, encore timide, se reflétait sur les toits humides de la lumière matinale. Séville était un labyrinthe de voies et de secrets, des marchands d'épices sur la Plaza del Arenal, des nobles discutant dans les cours de la prochaine expédition aux Indes, et des moines marchant en silence, portant des manuscrits évoquant d'anciens mystères. Fernando avançait dans la foule d'un pas assuré, mais l'esprit tourmenté. Chaque coin de rue semblait l'observer, chaque ombre pouvait dissimuler l'homme à la bague. Parvenu au port, il aperçut le Santa Clara, le navire même sur lequel il devait embarquer pour Lisbonne. Là, une vieille connaissance l'attendait, Don Rodrigo de Meneuse, capitaine de vaisseau, vétéran de 1000 batailles et ami fidèle de son défunt père. « Te voilà enfin arrivé, mon garçon, » dit Rodrigo avec un sourire là. « Tu as le visage de quelqu'un qui porte un fardeau dont il ne comprend pas pleinement la portée. » Fernando hocha la tête, sans révéler l'existence de la lettre. « Il y a des choses qu'on ne choisit pas, capitaine. On ne peut que les accomplir, ou mourir en essayant. » Rodrigo laissa échapper un rire rauque. « C'est ainsi que parlait ton père lorsqu'il croyait encore que l'Empire ne pouvait se maintenir que par la foi et l'acier. » Alors qu'ils embarquaient, le soleil perçait déjà la brume. Les hommes hissèrent les voiles et les mouettes tournoyèrent au-dessus du fleuve, annonçant leur départ. Mais dans un coin du quai, une silhouette les observait en silence, le même étranger à la bague, désormais accompagné de 2 autres hommes en sombre manteau. Rodrigo se pencha vers Fernando, double guillemet ouvrant. « Ne te retourne pas, mon garçon. Parfois, le danger se nourrit de notre curiosité. » Fernando obéit, un frisson lui parcourant l'échine. Le navire leva l'ancre et Séville s'éloigna à l'horizon comme un rêve doré qui s'estompe. C'est alors seulement qu'il sortit la lettre de son manteau et la tint à la lumière. Le sceau semblait luire faiblement, comme animé d'une vie propre. Les paroles de son père et l'avertissement de l'étranger résonnèrent dans son esprit. La légende était en marche. Chapitre 3. Le serment du fleuve. Le vent du Guadalquivir gonflait les voiles d'une douce force, et le navire se mit à glisser sur le courant, laissant derrière lui un sillage d'écume et de nostalgie. Fernando contempla une dernière fois la Giralda, qui s'éloignait peu à peu jusqu'à se fondre dans le ciel. Il pensa à sa mère, aux prières du matin, à l'odeur du pain frais qui embaumait la maison.
Rodrigo, quant à lui, gardait les yeux fixés sur l'horizon. Il avait trop navigué pour se laisser séduire par la beauté du départ. Il savait que chaque voyage était une épreuve, et que chaque port pouvait cacher une trahison. L'étranger sur le rivage ne bougea pas. Ses compagnons, drapés de manteaux noirs, disparurent dans la brume. Nul à bord ne le savait, mais leurs pas avaient déjà commencé à tisser le destin des voyageurs. Père, finit par dire Fernando, pensez-vous que nous arriverons avant la nuit si les vents sont favorables? Répondit Rodrigo sans quitter la barre des yeux. Mais ne me demandez pas l'heure, demandez-moi le but. Le jeune homme fronça les sourcils, perplexe. Le but oui, répondit le capitaine. Chaque voyage en a un. Le nôtre ne nous a pas encore révélé le nôtre puis, l'éclat du seau vacilla de nouveau un instant, à peine visible dans la lumière de l'aube. Rodrigo le remarqua et, pour la première fois, une pointe d'inquiétude traversa son visage buriné. L'héritage n'était pas seulement en marche. Il était éveillé. Chapitre 4 Écho de l'Atlantique. Le soleil s'était à peine levé sur le port de Lisbonne lorsque la Santa Clara franchit les derniers courants du Tage. La brume matinale enveloppait les tours de la ville comme un voile de mystère, et les cloches des églises sonnaient solennellement parmi les toits ocre. Fernando de Valcazar, debout sur le pont, sentait que le vent portait plus que du sel et de l'humidité, une sombre prémonition, une voix silencieuse venue de la mer qui semblait l'avertir. Nous sommes arrivés, Don Fernando, dit le capitaine Rodrigo de Meneuse en ajustant son ceinturon. Mais je n'aime pas l'air. Lisbonne sent le danger quand l'Empire est silencieux. Le jeune homme hocha la tête sans répondre. Ce voyage, qui aurait dû être une simple course familiale, s'était transformé en un labyrinthe de suspicions. La lettre qu'il portait, l'héritage de son père, demeurait intacte dans le coffre scellé, mais elle pesait sur lui comme si elle contenait non pas des mots, mais des destins. Un homme en robe grise les attendait sur le quai, le visage plongé dans l'ombre. Il portait un insigne d'or à peine visible à la boutonnière et parlait avec un accent étranger. Don Fernando de Valcazar demanda-t-il sans lever complètement les yeux. Le même. Êtes-vous un émissaire du Génois Bartholomew? Dit Rossi. L'étranger baissa les yeux. Je l'étais. Mais M. Rossi a disparu il y a 3 nuits. Personne ne sait comment ni pourquoi. Il n'a laissé que ceci de son manteau. Il sortit un petit médaillon, gravé du même symbole qui scellait la lettre. Fernando le prit en silence, remarquant que le métal était chaud, comme s'il avait été touché par des mains humaines quelques instants auparavant. Où l'avez-vous trouvé? demanda-t-il. Dans la taverne des marins flamands, près du vieux port. Certains jurent l'avoir vu embarquer sur un navire à destination des Açores. D'autres disent qu'elle a été emportée par des hommes vêtus de noir, sans armoirie ni pavillon. Le capitaine Ménez jura entre ses dents. Si le Génois s'enfuit, la lettre se perd. Fernando, sans quitter l'horizon des yeux, répondit calmement, ou peut-être la retrouve-t-elle. Parfois, le chemin se révèle à l'homme perdu. Le vent souffla plus fort, soulevant un tourbillon de sable et une odeur de goudron. Des cris de mouettes résonnèrent sur les mâts, et le bruit de l'océan se mêla au murmure de la ville. À cet instant, Fernando comprit que le voyage n'était pas terminé, une autre traversée venait de commencer, plus incertaine et plus périlleuse que la précédente. Cette nuit-là, tandis que le capitaine dormait, Fernando ouvrit le coffre. Le seau de cire luisait à la lueur de la lampe, et un rayon bleuâtre traversa la pièce comme un éclair silencieux. Sur le papier, un bref instant, apparurent des lettres qui n'y étaient pas auparavant. On pouvait y lire « L'Empire n'est ni terre ni couronne, il est mémoire. Et la mémoire, si elle n'est pas préservée, périt. » Le jeune homme ferma les yeux. Il comprit que le secret de la lettre dépassait l'or et le pouvoir. C'était un trésor que son père avait voulu conserver pour les temps de l'oubli, un trésor qu'il devait désormais découvrir, même au prix de sa vie. Et là, au-delà du port, les eaux de l'Atlantique semblèrent murmurer son nom. Chapitre 5 Les îles du silence. L'aube se levait sur une mer sereine, d'une teinte argentée qui semblait s'étendre à l'infini. Le Santa Clara avançait lentement, poussé par des vents imprévisibles et une marée qui semblait animée d'une volonté propre. Fernando de Valcazar demeurait sur le pont, sa carpe glissée sous sa chemise, observant l'horizon se fondre dans un bleu toujours plus profond. Rodrigo de Meneuse, le visage buriné par les années et les tempêtes, gardait les yeux rivés sur le ciel. Ses eaux recèlent des secrets, mon garçon, murmura-t-il en ajustant la barre. On dit que les cartes se désagrègent ici. Ils levèrent l'ancre, et les compas se turent. Fernando sourit avec lassitude. C'est peut-être le prix à payer pour s'approcher trop près de la vérité. Pendant des jours, ils naviguèrent à travers d'épais bancs de brouillard. Les nuits étaient froides, et la mer,
d'un calme insondable. Les marins commencèrent à parler à voix basse, craignant de prononcer le nom des îles qu'ils cherchaient, les Açores, cet archipel perdu où le vent semblait parler des langues ancestrales. Un après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, un cri brisa le silence, terre en vue à travers la brume, des montagnes boisées se dressèrent, et un halo de lumière s'étendait de la côte comme si le sol lui-même était en flammes. Rodrigo fronça les sourcils. Ce n'est pas la lumière du soleil, dit-il, c'est le feu des hommes, ou quelque chose de pire. Ils jetèrent l'ancre à la tombée de la nuit. L'air était imprégné d'une odeur de soufre et d'humidité. Fernando descendit avec Rodrigo et 3 autres hommes, portant une lampe et le médaillon génois. L'île était plongée dans un silence absolu, ni oiseaux, ni vagues, ni insectes ne rompaient le calme. Seul le murmure du vent entre les rochers semblait les guider. Au centre de l'île, ils découvrirent une structure circulaire en pierre, ancienne, érodée par les siècles. Sur le sol, gravé avec une précision quasi mathématique, se répétait le symbole du sablier, le même qui ornait la lettre et le médaillon. Fernando se pencha et caressa la pierre du bout des doigts. « Père, est-ce cela que vous cherchiez ?» Rodrigo leva les yeux vers le ciel, où les étoiles semblaient se mouvoir avec une lenteur surnaturelle. « Si c'est cela, mon garçon, que Dieu nous protège. Ici, le temps ne s'écoule pas, il attend alors. » La lettre sur la poitrine de Fernando se mit à vibrer doucement. La cire se craqua d'elle-même et un souffle d'air ancien s'éleva du parchemin, comme s'il respirait. Les lettres se réorganisèrent sous ses yeux, formant de nouveaux mots, écrits d'une calligraphie intemporelle. Celui qui garde l'héritage doit entendre le silence, car c'est dans le silence que l'Empire parle. Le sol trembla. Un son profond et vibrant s'éleva des profondeurs de la terre. Rodrigo serra son épée, mais Fernando demeura immobile, hypnotisé. La pierre centrale commença à s'ouvrir, révélant un escalier descendant dans les ténèbres. « Entrons » nous demanda le capitaine. Fernando leva la lampe. « Il n'y a pas de retour pour ceux qui cherchent le passé », répondit-il. « Seulement le chemin vers ce qui doit être rappelé », et, d'un pas ferme, il descendit dans les profondeurs de l'île, où l'héritage de l'Empire attendait son éveil. Chapitre 6. Les secrets de l'héritage. L'escalier descendait en spirale, humide et étroit, comme si l'île elle-même souhaitait protéger ce qui reposait en son sein. Fernando sentit l'air s'épaissir à chaque pas, un parfum de terre humide et d'histoire ancienne l'enveloppa. Rodrigo et les 3 hommes s'avancèrent derrière lui, épées dégainées et torches levées, illuminant les murs de pierre couverts de mousse. « On dirait plus qu'une simple cachette », murmura Rodrigo. Plutôt, un sanctuaire du temps. Les mots gravés sur le médaillon résonnèrent dans l'esprit de Fernando. Celui qui garde l'héritage doit entendre le silence. Il comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de protéger des objets ou des documents, mais d'écouter, de percevoir ce que l'histoire avait laissé enfoui dans la mémoire de la terre. En haut des escaliers, une vaste salle s'ouvrit devant eux. Des colonnes sculptées de symboles inconnus soutenaient le plafond, et au centre, un piédestal de marbre supportait un coffre ancien. La lettre que Fernando portait sur sa poitrine se mit à vibrer plus intensément, comme en réaction à la proximité de l'objet. Fernando s'approcha lentement. Chaque pas semblait résonner dans un temps différent, étiré, détaché du rythme du monde extérieur. En ouvrant le coffre, il n'y trouva ni or ni joyaux, mais d'anciens manuscrits, des cartes et un étrange artefact métallique portant le même symbole que la lettre et le médaillon. Un mécanisme d'engrenage méticuleux qui tournait sans source d'énergie apparente. Ceci est, balbutia Fernando, incapable de formuler des mots. Rodrigo, fort de son expérience de 1000 batailles, l'observa avec prudence. Ne sous-estime pas ce que tu as trouvé, mon garçon. Ce qui est ici n'appartient pas seulement à ta famille. C'est un héritage qui pourrait changer le cours de l'Empire s'il tombe entre de mauvaises mains. L'artefact émit un léger bourdonnement, et soudain, la pièce fut emplie de projections lumineuses représentant des cartes de route secrètes. Les noms de conspirateurs et des documents semblant provenir d'époques passées et futures. Fernando comprit que c'était bien plus qu'un trésor, c'était un recueil de savoir perdu, précieusement conservé depuis des générations par ceux qui avaient saisi l'importance de la mémoire et de la vérité. Nous devons le mettre en lieu sûr, dit Rodrigo. Mais d'abord, il nous faut le comprendre. Fernando acquiesça. Il savait que son voyage ne faisait que commencer. L'héritage de l'Empire n'était pas qu'un secret de famille, c'était une énigme qui interpellait les vivants comme les morts, à l'histoire et au temps lui-même. Alors qu'il remontait à la surface, le clair de lune illuminait l'île et Fernando contemplait l'horizon.
Chaque étoile semblait indiquer un chemin différent, chaque vague un message caché, et, au fond de lui, il comprenait que protéger cet héritage ne serait pas qu'une simple aventure, ce serait l'épreuve ultime de son destin. L'Empire parle, murmura Théil, et je dois écouter. Chapitre 7, le Conseil des Ombres. La brume matinale enveloppait le port comme un linceul gris, et les navires tanguaient doucement sur leurs amarres, insensibles à la tension qui planait sur la ville. Fernando arpentait les ruelles étroites, conscient que chaque pas le rapprochait d'une rencontre qui allait changer son destin. La lettre et le médaillon pesaient plus lourd que d'habitude, non pas à cause de leur taille, mais à cause du savoir qu'il recelait et de la responsabilité qu'il lui imposait. Parvenu à l'entrée d'un vieux bâtiment, à peine éclairé par un lampadaire à gaz, il fut accueilli par 3 silhouettes encapuchonnées. Chacune représentait l'une des maisons qui, de génération en génération, avaient secrètement gardé des fragments de l'héritage de l'Empire. Leur voix était basse, profonde et empreinte d'autorité. Fernando de Alvarado, dit la première. Tu as retrouvé ce que beaucoup craignaient perdu à jamais. Le médaillon a fait le bon choix, mais ton cœur sera la véritable épreuve. Que voulez-vous de moi demanda Fernando, avec ce mélange de respect et de crainte qu'inspiraient de tels conseils. Nous ne voulons rien que tu ne mérites pas, répondit la seconde. Mais nous avons besoin que tu comprennes ce que signifie porter cet héritage. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est du pouvoir, de la responsabilité et une vision. La troisième silhouette s'approcha et tendit la main vers le médaillon. Fernando remarqua que la lumière du soleil, filtrant par une haute fenêtre, reflétait les symboles gravés d'une lueur presque mystique. Tu dois apprendre à écouter, poursuivit-elle. Les voix du passé ne s'expriment pas toujours clairement. Parfois, ils se dissimulent dans le tic-tac des horloges, dans le bruissement du vent entre les remparts, dans le silence de ceux qui sont morts en défendant la vérité. Fernando acquiesça, comprenant que ce conseil n'était pas une simple réunion formelle, c'était une initiation. Chaque mot, chaque geste, semblait chargé de siècles de savoir et de secrets. Double guillemet ouvrant. Mais par où commencer demanda-t-il sincèrement. Tout d'abord, dit la première silhouette, tu dois visiter les lieux qui recèlent des fragments de l'héritage. Chaque ville, chaque forteresse, chaque bibliothèque secrète renferme une pièce d'un puzzle capable de sauver ou de détruire l'Empire. Et tu dois le faire sans éveiller les soupçons. Tandis qu'il parlait, la brume qui enveloppait le port se dissipa lentement, dévoilant un horizon plein de possibilités et de dangers. Fernando comprit que l'aventure ne faisait que commencer, il devait apprendre à distinguer les amis des ennemis, les signes des pièges, la vérité du mensonge. Avant de partir, les silhouettes lui remirent une carte ancienne, dont les tracés et les marques étaient à peine perceptibles, et un petit livre de symboles que seul un initié pouvait déchiffrer. Souviens-toi, dit la seconde personne, un empire ne se mesure ni à ses armées ni à ses conquêtes, mais à la mémoire qu'il laisse et à ceux qui savent l'écouter. Fernando rangea soigneusement les objets et s'éloigna du bâtiment, ressentant le poids de son destin et la force de l'héritage qui coulait désormais dans ses veines. Chaque pas le rapprochait d'un monde d'ombre, d'intrigues et de secrets que seuls les braves pouvaient affronter. Alors que le soleil se levait, illuminant les toits de la ville, Fernando prit une profonde inspiration. Il savait que ce conseil n'était que le début d'un chemin qui mettrait à l'épreuve son courage, son intelligence et son cœur. Et, pour la première fois, il comprenait la véritable portée de ce que signifiait porter l'héritage de l'Empire. Chapitre 8. La forteresse oubliée. Le soleil disparut à l'horizon, teintant de rouge les murs de l'ancienne forteresse perchée au sommet d'une falaise. Fernando de Valcazar descendit prudemment du navire, sentant la pierre humide sous ses bottes, poli par des siècles de vent et de mer. Chaque murmure des vagues semblait le transporter dans le passé, à une époque où la forteresse avait été le théâtre de serments, de trahisons et de secrets qu'il devait désormais percer à jour. Rodrigo de Meneuse marchait à ses côtés, son regard exercé scrutant chaque recoin de l'édifice. « Mon fils, dit-il gravement, bien plus que des documents ou des artefacts sont conservés ici. Chaque mur, chaque pièce, recèle sa propre mémoire. Sois attentif, car ce que tu cherches n'est pas toujours écrit. Parfois, cela se cache dans l'ombre et le silence. Fernando acquiesça, le médaillon autour du cou et la lettre bien rangée sous son manteau. Ils s'engagèrent dans un couloir étroit, à peine éclairé par des torches qui projetaient des ombres dansantes sur les murs. L'écho de leurs pas semblait se multiplier, comme si la forteresse respirait à leur rythme. Au centre de la cour principale, un puits recouvert de mousse semblait attirer le regard.
Son attention fut captivée. En s'approchant, il perçut un léger bourdonnement, presque imperceptible, provenant de l'intérieur. Sans quitter le médaillon des yeux, il se remémora les paroles du Conseil de l'Ombre, un empire ne se mesure ni à ses armées ni à ses conquêtes, mais à la mémoire qu'il laisse et à ceux qui savent l'écouter. Crois-tu que ce soit ce que nous cherchons? Demanda Fernando, partagé entre l'anxiété et la fascination. Je ne sais pas, répondit Rodrigo, mais je sais que toute réponse sera accompagnée d'une épreuve. Ici, l'héritage n'est pas légué à ceux qui refusent de se confronter à eux-mêmes. Le jeune homme prit une profonde inspiration et, d'un geste décidé, souleva le couvercle du puits. À l'intérieur, dans la pénombre, un objet métallique brillait, portant le même symbole que celui qu'il avait vu sur la lettre et le médaillon. C'était une petite boîte ornée d'inscriptions qui semblait s'animer sous ses yeux. Chaque lettre racontait une histoire, chaque tour de gravure semblait être une carte vers quelque chose d'encore plus vaste et d'inconnu. Fernando comprit que cette découverte n'était pas la fin de sa quête, mais un nouveau seuil, un pas vers les secrets les plus profonds de l'empire que son père avait protégé, et une épreuve qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il avait appris, son courage, son ingéniosité et sa capacité à discerner le vrai du faux. Viens, dit Rodrigo en brandissant son épée. Ce qu'il y a à l'intérieur ne t'appartient pas seulement, cela appartient à tous ceux qui savent écouter l'histoire des hommes et des empires. Fernando acquiesça. D'un geste ferme, il ouvrit la boîte, prêt à affronter l'inconnu, conscient que l'héritage de l'Empire allait révéler son visage le plus dangereux et le plus sublime. Chapitre 9. La boîte aux 3 échos. Un éclair rouge illumina les visages de Fernando et de Rodrigo lorsque le couvercle de la boîte s'ouvrit. Il n'y eut ni explosion, ni fumée, ni aucun bruit, seulement une faible pulsation, comme un ancien battement de cœur se réveillant après des siècles de silence. À l'intérieur, soigneusement inséré entre des plaques de métal gravées de symboles ésotériques, se trouvait un petit cylindre de verre sombre. Fernando le prit avec précaution. Il était chaud, comme s'il avait été touché récemment, comme s'il ne s'agissait pas d'un objet, mais d'un fragment de mémoire vivante. Père, murmura-t-il, ce n'est pas un artefact ordinaire. Rodrigo inclina la tête, examinant le cristal. Non, répondit-il enfin, c'est un écho, un souvenir emprisonné, scellé par ceux qui maîtrisaient la connaissance de la voix de l'Empire. Il l'utilisait pour conserver des messages que seuls ceux dont la lignée portait la marque pouvaient entendre. Il désigna le médaillon sur la poitrine de Fernando. Tu es le dernier à la porter. Fernando approcha le cristal du médaillon. Les deux objets vibrèrent, résonnant l'un avec l'autre comme deux fragments d'un même secret. Le cylindre projeta une douce lumière, et une voix s'éleva de l'intérieur, une voix ni masculine ni féminine, presque éthérée. Quiconque vient ici ne doit pas craindre la vérité. Cet empire n'est pas tombé sous la force de ses ennemis, mais sous l'ombre née en son propre cœur. Cherchez la chambre du jugement. Là, vous trouverez l'histoire qui fut cachée, et pour laquelle tant de personnes ont donné leur vie. La lumière s'éteignit. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Fernando sentit un mélange de responsabilité et de peur l'envahir. La chambre du jugement, répéta-t-il, presque sans voix. Elle se trouve au bout de la forteresse, dit Rodrigo, au-delà de la cour intérieure et des escaliers souterrains. Mais elle ne sera pas facile à atteindre. Il y a des gardiens, et des épreuves que tous n'ont pas surmontées. Fernando glissa la boîte et le cylindre dans sa cape, serrant les poings. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour faire demi-tour. Rodrigo esquissa un sourire. Je sais, mon fils. Le plus dur commence maintenant. Ils s'avancèrent tous deux vers le fond de la cour. Les ombres semblaient s'allonger à chaque pas, comme pour les retenir. Le vent soufflait fort, lourd d'échos ancestraux. L'héritage commençait à s'éveiller. Chapitre X. La chambre souterraine. L'entrée de la chambre souterraine était une porte de fer ornée de marques circulaires, telles des sceaux cérémoniels. En la touchant, Fernando sentit un frisson lui parcourir la peau, comme si la porte elle-même était une frontière entre deux époques. Laisse-moi essayer, dit Rodrigo. Mais dès qu'il posa la main sur le métal, une étincelle le repoussa, le forçant à reculer. Fernando fit un pas en avant. Il semble que je sois le seul à pouvoir l'ouvrir. Alors fais-le, répondit Rodrigo sérieusement, regardant son fils comme s'il le voyait, pour la première fois, comme son égal. Fernando posa sa main droite sur la porte. Le médaillon s'illumina, d'abord faiblement, puis avec une intensité croissante. Les inscriptions sur la porte se mirent à tourner lentement, comme des engrenages oubliés qui reprenaient vie. Une profonde vibration parcourut le tunnel. La porte céda. Un passage en spirale descendait,
éclairés seulement par des fissures dans la roche qui scintillaient d'une lumière dorée. Ils avancèrent en silence, écoutant l'écho de leurs pas se mêler au bruit du tunnel. Un murmure lointain, comme un chant ancien. Parvenus au fond, ils découvrirent une chambre circulaire. Au centre, 3 statues de pierre représentaient des silhouettes encapuchonnées. Leurs mains tenaient des rouleaux fermés, et leurs visages, bien qu'immobiles, semblaient les observer. Rodrigo serra la poignée de son épée. Ici étaient jugés ceux qui cherchaient la vérité sur l'Empire. Parfois, ils étaient acquittés. Parfois, non. Fernando s'avança, laissant la lumière filtrée par les fentes se refléter sur son médaillon. Les statues réagirent, leurs mains de pierre s'ouvrirent, comme si elles reconnaissaient enfin l'héritier. Une voix s'éleva d'un des rouleaux et emplit la chambre. 3 vérités que tu dois connaître. L'une sur ta lignée, l'autre sur ta mission, et la dernière sur ce qui a détruit l'Empire. Le cœur de Fernando s'emballa. Rodrigo le fixa, mêlant fierté et inquiétude. Quoi qu'il en soit, dit le jeune homme, je suis prêt. La voix poursuivit, mais souviens-toi, connaître la vérité a aussi un prix. Celui qui cherche, trouve, et celui qui trouve, change. Le sol trembla. Les murs s'illuminèrent de symboles anciens. La première statue commença à dérouler entièrement son parchemin, révélant une inscription qui palpitait comme un cœur vivant. Fernando comprit que plus rien ne serait jamais comme avant. L'histoire de l'Empire, et celle de son propre sang, allait être révélée, et ce qui émergerait de cette pièce pourrait changer non seulement son destin, mais aussi celui de tous ceux qui vivaient encore sous l'ombre de ce pouvoir antique. Chapitre 11. Le sang de l'héritage. La première statue acheva de dérouler son parchemin. Les lettres, gravées et pourtant vivantes, semblaient s'animer dans la lumière dorée qui emplissait la pièce. Fernando sentit l'air s'alourdir, presque électrique. Fils, murmura Rodrigo, quoi qu'il arrive, souviens-toi que ta valeur ne dépend pas de ce que dit ce parchemin. Fernando déglutit et s'avança. La voix de la statue résonna, profonde comme un écho, ancestral. La première vérité est celle de la lignée. Dans ton sang est préservée la mémoire de ceux qui ont gardé la sagesse de l'Empire. Mais tous n'étaient pas des gardiens, certains étaient des traîtres. Fernando se raidit. Rodrigo fronça les sourcils. La statue poursuivit, l'un de tes ancêtres, Hernán de Valcázar, a rompu le serment sacré. Il a vendu des secrets à ceux qui, plus tard, ont tenté de détruire le royaume, croyant agir pour le bien. Ces erreurs ont marqué le début de sa chute. Fernando sentit un coup à la poitrine. Un mélange de culpabilité et de confusion obscurcit ses pensées. Des traîtres, dans notre famille, murmura-t-il. Rodrigo posa la main sur son épaule. Ce que nos ancêtres ont fait ne définit pas qui nous sommes. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. La voix poursuivit, mais il y avait aussi la rédemption. C'est ton père qui a rétabli le serment. Et toi, Fernando, tu es le dernier maillon de cette lignée, celui qui peut panser la plaie ou la rouvrir. Fernando ferma les yeux un instant, maîtrisant le tremblement de ses mains. L'héritage n'était pas qu'un savoir, c'était un fardeau. Je suis prêt, dit-il enfin. Quoi qu'il arrive, j'y ferai face. Les lumières de la pièce vacillèrent. La première statue se figea de nouveau, et la seconde commença à dérouler son parchemin. Le procès reprit. Chapitre 12. La mission cachée. La seconde statue déroula lentement son parchemin, comme si chaque centimètre dévoilé activait un nouveau mécanisme caché dans la pièce. L'air se refroidit, et un léger courant d'air passa entre Fernando et Rodrigo, comme si une présence invisible venait de s'éveiller. La voix se fit entendre, la seconde vérité concerne ta mission. Tu n'es pas venu revendiquer un trône ni un héritage. Tu es venu restaurer ce qui a été perdu. L'équilibre. Rodrigo baissa les yeux, comprenant la portée de ses paroles. Fernando, quant à lui, fit un pas en avant. Quel équilibre? La statue répondit. L'Empire s'est effondré car il a oublié que la force sans sagesse est destruction. Ta mission n'est pas de le reconstruire, mais d'empêcher que cette erreur ne se reproduise. Tu dois transmettre son savoir à ceux qui, aujourd'hui, luttent entre ambition et ignorance. Fernando frissonna. Une telle mission n'était pas un destin glorieux, c'était un sacrifice. Le médaillon que tu portes n'est pas un symbole de pouvoir, poursuivit la voix, mais une clé. Il ouvre la chambre du jugement, mais il ouvrira aussi des portes dans le cœur de ceux qui doivent entendre la vérité. Rodrigo intervint. Mon fils, cela signifie qu'il n'y aura pas de repos. Cela dépasse le cadre de notre famille. Fernando hocha la tête, le regard fixé sur le parchemin. Je l'ai toujours su, au fond de moi, mais il me manquait une confirmation. La voix conclut son message d'un ton solennel.
Ta mission est de rappeler au monde qu'aucun empire ne s'effondre subitement, il s'effondre lorsqu'il cesse de s'écouter, et tu dois être la voix qui le leur rappelle. La seconde statue demeura immobile, puis la troisième se mit à bouger. Le dernier parchemin émit une lueur sombre, comme une ombre liquéfiée. Rodrigo se raidit. Fernando ressentit un vertige glacial. Père, murmura-t-il, ce sera la vérité la plus dure. À Rodrigo acquiesça. Oui, mon fils. C'est celle qui va nous changer à jamais. La pièce se mit à trembler. La vérité ultime, la plus redoutée, allait être révélée. Chapitre 13, la vérité interdite. La troisième statue s'éveilla enfin dans un grincement profond, comme si 1000 ans de silence venaient d'être brisés d'un coup. La lueur sombre du parchemin n'éclairait pas la pièce, elle l'obscurcissait, absorbant la lumière des torches jusqu'à ce que les flammes ne soient plus que des ombres tremblantes. Fernando sentit que le sol sous ses pieds n'était plus de pierre solide, mais quelque chose de vivant, d'attendant. La voix, cette fois plus grave, plus ancienne que les deux précédentes, murmura d'une voix qui semblait venir de toutes parts à la fois. La troisième vérité est celle qui n'aurait jamais dû être dite. Rodrigo serra le poing, essayant de contenir un tremblement qu'il ne savait s'il était de peur ou de reconnaissance. La statue poursuivit, l'Empire ne s'est pas effondré de lui-même, il a été trahi. Fernando recula d'un pas. Trahi, par qui? La réponse tarda à venir. Non par doute, mais par douleur. Par ceux qui avaient juré de le protéger. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Soudain, l'écho lointain d'un bruit de métal résonna comme un souvenir enfoui. Rodrigo sentit le passé le rattraper comme une ombre qu'on aurait préféré ne jamais voir. Une trahison interne, demanda-t-il d'une voix tendue. Une trahison née de la peur, une trahison scellée par d'anciens pactes, une trahison qui respire encore. Fernando sentit un frisson lui parcourir la poitrine. Elle respire encore, vous voulez dire, que les descendants? La statue inclina légèrement la tête. Le sang de l'Empire coule non seulement dans les veines de ceux qui souhaitent le restaurer, mais aussi dans celles de ceux qui veulent l'enterrer. Fernando regarda son père, cherchant à comprendre. Rodrigo déglutit. Il n'avait pas prononcé ce nom interdit depuis des années, la confrérie du voile. Le parchemin sombre vibra comme s'il reconnaissait le nom. Fernando sentit que chaque aspect de sa mission venait de prendre un sens totalement différent. Il ne s'agissait plus simplement de transmettre un message ou d'ouvrir une chambre antique. Il s'agissait de survivre à ceux qui préféraient que la vérité disparaisse avec eux. La voix prononça la phrase finale, la vérité ultime n'est pas un avertissement, c'est le destin. En révélant ce qui a été perdu, vous réveillerez ce qui est caché, et ce qui est caché finit toujours par récupérer ce qui lui revient de droit. Les trois statues s'obscurcirent simultanément. Le silence se fit dans la pièce. Le dernier parchemin se dissipa dans l'air comme une poussière noire. Fernando ferma les yeux. Sa mission ne faisait que commencer, et elle commença, précisément, avec ceux qui lui étaient les plus proches. Chapitre 13, la vérité interdite, suite. L'air devint irrespirable pendant quelques secondes. Fernando ouvrit les yeux et constata que la pièce n'était plus tout à fait la même. Les murs semblaient plus proches, comme si le temple avait enfin expiré après des siècles d'apnée. Rodrigo observa les lieux, le front plissé, l'air calculateur, comme s'il repérait des issues de secours que seul un homme au passé chargé d'histoire pouvait reconnaître. Il faut partir, dit-il finalement, sans trop élever la voix. Fernando ne répondit pas. Il fixa l'endroit précis où le parchemin s'était désintégré. Il aurait juré qu'il y avait de la poussière en suspension dans l'air quelques secondes auparavant. À présent, plus rien. Aucune trace physique. Pas même une odeur. Mais il y avait une présence. Une conscience. Comme si le message n'avait pas disparu, mais avait simplement changé d'emplacement. Père, murmura-t-il, que sais-tu de cette confrérie? Rodrigo hésita. Il était rare de le voir hésiter. C'était un homme habitué aux décisions rapides, aux longs silences calculés. Cette fois, pourtant, il était vulnérable. Pas ici, répondit-il presque à voix basse. Pas avec des murs qui écoutent. Une légère vibration parcourut le sol, comme le bourdonnement de machines enfouies. Fernando fit un pas vers l'échelle, mais s'arrêta net en entendant un bruit qui ne venait pas d'eux. Un bruissement, un souffle haletant. Rodrigo leva la main, et ils attendirent tous deux. La torche projetait de longues ombres déformées qui ne correspondaient pas tout à fait à leur mouvement. C'était comme si la lumière négociait avec une autre présence pour exister. Nous ne sommes pas seuls, dit Fernando, bien que cela paraisse évident. Rodrigo plissa les yeux, attentif à l'obscurité qui les entourait. Non, confirma-t-il d'une voix basse et tendue. Et ne t'inquiète pas de ce que je vais dire, Fernando,
Le jeune homme déglutit. Dis-moi, Rodrigo fit un pas en avant, comme s'il voulait s'interposer entre son fils et ce qui les entourait. Le plus dangereux n'est pas ce que nous avons entendu, dit-il en marquant une pause, mais qu'il a entendu avec nous avant que Fernando ne puisse répondre. Un bruit sec comme du métal qu'on dégaine sans lame, résonna en haut de l'escalier. Puis, un autre, juste derrière eux. Puis, un troisième. Le silence n'était plus. Une voix inconnue, polie mais creuse, comme pour imiter l'humanité, parla depuis l'ombre. La confrérie du voile garde aussi la vérité, un pas, un autre, et pas toujours. Cela empêche ceux qui la découvrent, de revenir pour raconter l'histoire. Synopsis unifié: l'héritage de l'Empire. La tension dans la pièce devint presque palpable. Ce que Fernando et Rodrigo avaient surpris n'était plus le plus dangereux. La véritable menace résidait dans le fait de savoir qui d'autre l'avait entendu avec eux. Avant qu'ils ne puissent réagir, un bruit sec brisa le silence, d'abord depuis l'escalier, puis derrière eux, et un troisième son résonna avec une précision inquiétante. Une voix inconnue émergea des ténèbres, polie et creuse, presque humaine. La confrérie du voile garde aussi la vérité, et elle n'autorise pas toujours ceux qui la découvrent, à revenir pour raconter l'histoire. Cet instant déclencha une action immédiate. Fernando et Rodrigo tentèrent d'avancer avec prudence, cherchant des issues et se mettant à couvert dans l'ombre. Chaque pas était mesuré, mais la menace de la confrérie les maintenait sur leur garde, car ils ignoraient si la sortie était sûre. Au même moment, la révélation survint. Des ténèbres, un membre de la confrérie murmura des paroles ambiguës, semant le doute et des demi-vérités sur la famille de Rodrigo. Ce qui semblait une information utile se révéla confus, et les protagonistes comprirent que le danger était non seulement physique, mais aussi psychologique. Finalement, l'alternance entre fuite et perte se produisit. Ils parvinrent à quitter la pièce, mais au prix de l'ignorance. Des fragments de vérité demeuraient, des secrets qui entraient le lecteur et les protagonistes chapitre après chapitre. La confrérie du voile était toujours là, silencieuse et omniprésente, et le sentiment que chaque décision aurait des conséquences encore inconnues planait comme une ombre sur eux. L'héritage de l'Empire, scène de l'évasion. Fernando déglutit et s'accroupit près de son père, cherchant un abri dans l'ombre. La voix de la confrérie résonnait encore, caverneuse et menaçante. Ils ne permettent pas toujours à ceux qui découvrent la vérité de revenir la raconter. Ils n'autorisent pas toujours ceux qui découvrent la vérité à revenir la raconter. Un autre pas résonna sur le parquet, puis un autre. La lumière de la lampe vacilla, projetant des silhouettes qui semblaient bouger d'elles-mêmes. Fernando sentit son cœur battre la chamade. Rodrigo lui serra le bras dans un geste silencieux, un avertissement. « Il faut partir », murmura Rodrigo, discrètement. Par les côtés Fernando acquiesça, et ensemble, ils se mirent en marche, prenant garde au moindre bruit. Chaque ombre, chaque recoin, semblait abriter des yeux invisibles. Arrivés à l'escalier menant à la sortie latérale, un murmure derrière eux les figea. Les apparences sont parfois trompeuses. C'était la voix du membre de la confrérie qui leur avait laissé des demi-vérités. Rodrigo comprit que la menace n'était pas seulement physique, les révélations sur sa famille pourraient se retourner contre lui à tout moment. Fernando atteignit la porte latérale et la tourna lentement. Un faisceau de réverbères illumina la scène. Ils aperçurent enfin une sortie, mais ils ignoraient si le danger les poursuivait. « Allons-y », ordonna Rodrigo. Vite, mais sans attirer l'attention. Ils respirèrent l'air frais, mais à peine eurent-ils poussé un soupir de soulagement qu'un morceau de papier tomba du plafond devant eux. Fernando le ramassa d'une main tremblante. C'était un fragment de document de la confrérie, un avertissement, incomplet, inquiétant, laissant entrevoir des secrets de famille qu'ils ignoraient jusqu'alors. « Ceci », murmura Fernando, « ce n'est que le début. » Rodrigo acquiesça, fixant les ombres dans la rue. « Oui, et nous devons être prêts. Chaque pas compte, et la confrérie du voile est toujours là, à l'affût tandis qu'ils s'enfonçaient dans l'obscurité. Le sentiment que la véritable menace résidait autant dans ce qu'ils savaient que dans ce qu'ils ignoraient se faisait de plus en plus pressant. La nuit les enveloppa, et avec elle, la certitude que cette traque ne faisait que commencer. Fernando atteignit la porte latérale et la poussa prudemment. Une faible lueur, filtrée par les réverbères, perça l'obscurité et dessina des silhouettes tremblantes sur les murs. Enfin, elle était là, une issue, une chance, un répit. « Allons-y », ordonna Rodrigo. Vite, mais sans attirer l'attention. L'air frais de la nuit les frappa de plein fouet. Ils avaient à peine fait 2 pas qu'un murmure métallique résonna au-dessus de leur tête.
Quelque chose tomba du toit et flotta lentement jusqu'au sol. Fernando le ramassa. C'était un fragment du document de la confrérie, déchiré, jauni, écrit d'une écriture ancienne. Quelques lignes seulement, mais suffisamment pour leur glacer le sang. Un avertissement, un nom familier, une date qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Ceci, murmura Fernando, à bout de souffle. Ce n'est que le début. Rodrigo observa la rue silencieuse, où l'obscurité semblait dissimuler des yeux invisibles. Et nous devons être prêts, répondit-il à voix basse, car la confrérie du voile n'est pas partie. Elle est toujours tout près. Elle nous observe. Ils marchèrent en silence, accompagnés seulement par le bruit de leurs pas. Dans la nuit, chaque ombre était suspecte, chaque recoin menaçant, et l'atmosphère était inquiétante. Une certitude s'imposa comme une révélation, le danger ne venait pas seulement de l'extérieur, il était aussi inscrit dans leur histoire, dans ce qu'ils croyaient savoir, et dans ce qu'on ne leur avait jamais dit. L'arrivée, chez le père de Fernando, la maison était plongée dans l'obscurité. Seule l'horloge du salon tic-tac, nerveux, semblait faire écho à leur propre cœur. Le père de Fernando, Don Mato, ouvrit la porte sans allumer la lumière. « Que faites-vous ici à cette heure-ci » demanda-t-il en les faisant entrer. Fernando déposa le fragment de document sur la table. Don Mato y jeta un coup d'œil furtif, mais ce fut suffisant. Il recula d'un pas. « Je croyais qu'il était enterré. » Rodrigo croisa les bras. « Eh bien, quelqu'un l'a déterré. Et ils nous suivent ?» Le père resta longtemps silencieux. Finalement, il prit la parole. « Dans la famille, certains ont rejoint la confrérie, mais d'autres sont morts en s'y opposant. Regardez, » dit-il en désignant le fragment, « cette date, c'est la date de naissance de votre grand-père. Ce n'est pas un hasard. » Fernando sentit un frisson lui parcourir l'estomac. « Quel rapport avec mon grand-père ?» Don Mato baissa les yeux. Plus que je ne l'aurais souhaité, la visite aux archives municipales, recherche de documents cachés. Le lendemain matin, cerné mais déterminé, ils se rendirent aux archives municipales. Le vieux bâtiment silencieux exhalait une odeur de papier humide et de documents oubliés. Une archiviste, sérieuse et distante, écouta leur demande et consulta les archives. « Il y a un dossier avec cette date, » expliqua-t-elle, « mais il n'est pas répertorié. Il se trouve dans la collection historique. » Elle leur tendit des gants et une clé. Salle 3, au bout du couloir. Parmi des dossiers gris, ils trouvèrent un dossier sans titre, orné seulement d'un symbole, un triangle inversé barré d'une ligne, le même que celui figurant dans le document de la confrérie. Une rencontre fortuite, où était-ce prévu? En quittant les archives, un homme les interpella dans la rue. Un homme d'âge mûr, vêtu d'un long manteau, d'un chapeau et de gants, malgré la douceur du climat. Messieurs Aguirre et Ortega, les appela-t-il par leur nom de famille. Vous ne devriez pas remuer le passé. Ce que vous découvrirez pourrait vous déplaire. Rodrigo fit un pas en avant. Qui êtes-vous? L'homme sourit sans conviction. Disons simplement, un observateur. Comme tous les membres de la confrérie est-elle toujours active? Demanda Fernando. L'homme inclina la tête. Elle n'a jamais cessé d'exister. Certains héritent d'argent, d'autres, de terre. Vous avez hérité de quelque chose de plus précieux, des devoirs. Sans dire au revoir, il s'éloigna dans la foule. Fernando sentit l'atmosphère s'alourdir. Devoir, ou menace? Murmura Rodrigo. Peu importe. Mais ce que je sais, c'est que, qu'on le veuille ou non, on nous a appelés. Et s'ils veulent des réponses, on les aura. Le symbole dont on ne doit pas prononcer le nom. L'écho des pas s'estompa tandis que la silhouette disparaissait dans la foule. Seule la phrase demeurait, flottant comme une épaisse fumée. Vous avez hérité de devoirs. Fernando ne dit rien. Rodrigo non plus. Ils marchèrent en silence jusqu'à la place, où la statue du fondateur de la ville dominait du haut de son piédestal de pierre sombre. C'était un homme au regard fixé sur l'horizon. À sa base, une phrase usée par le temps, garder l'invisible, c'est préserver l'essentiel. Rodrigo inclina la tête. Je ne l'ai jamais lu. Qu'est-ce que ça veut dire? Fernando, distrait, caressait du bout des doigts le relief des armoiries gravées sur le côté, un cercle divisé en 4, mais l'un des 4 quartiers était légèrement plus enfoncé, comme s'il avait été marqué plus tard, ou effacé. Un vieil homme assis sur le banc voisin les observait ouvertement. Quand Fernando leva les yeux, le vieil homme détourna maladroitement le regard. Double guillemet ouvrant. Tu l'as vu? Demanda Rodrigo. Double guillemet ouvrant. Il ne l'a pas seulement vu, répondit Fernando à voix basse. Il attendait qu'on regarde comme s'il avait entendu malgré la distance. L'homme se leva lentement, s'appuyant sur une canne ornée d'une gravure identique à celle des armoiries. Il s'approcha, sans hâte,
mais avec la détermination de quelqu'un qui ne s'improvise pas. La voix du vieil homme était rauque, presque un murmure. Il y a des symboles qui se transmettent avant les noms de famille. Rodrigo eut un frisson. Pourquoi nous dites-vous cela? Le vieil homme plissa les yeux, comme s'il les scrutait. Car si vous avez été appelé, il faudra bien que quelqu'un vous apprenne à écouter. Il se détourna, mais avant de s'éloigner, il désigna la statue du doigt avec sa canne. Tout commence là, non pas avec le nom, mais avec ce qui a été effacé, et il partit sans attendre de réponse. Le silence retomba, mais différent, ce n'était plus un silence vide, mais un silence chargé d'avertissement. Rodrigo rompit le silence. Fernando, et si ce quart du bouclier n'était pas effacé, mais caché? Fernando contempla de nouveau le symbole, cette fois non plus avec les yeux irrités, mais avec les siens. Alors, dit-il, il nous faudra apprendre à voir ce que personne d'autre ne voit, les gardiens de la lumière XV. Cette nuit-là, la place était déserte, à l'exception de la statue du fondateur, qui semblait les observer d'un air nouveau, presque ironique. Rodrigo passa son doigt le long des creux du symbole. En y regardant de plus près, il remarqua des marques microscopiques, des lignes ressemblant à des veines, comme des branches ou des rayons. Ce n'est pas décoratif, murmura-t-il. C'est une carte, ou une esquisse. Fernando ne répondit pas, son regard était fixé sur la bibliothèque municipale, un bâtiment du XVIIIe siècle dont la façade baroque était surmontée des mêmes armoiries, plus nettes, plus imposantes. Il se souvint de quelque chose, son grand-père y avait passé ces dernières années, à classer des manuscrits donnés par les vieilles familles de la ville. Demain, dit Fernando, c'est par là que nous commençons. La salle historique de la bibliothèque embaumait le bois, la poussière et le cuir. La bibliothécaire, une femme peu bavarde mais très observatrice, les regarda signer le registre. Nous recherchons les archives du fondateur, expliqua Fernando. Correspondance, carte, inventaire de biens. Elle hocha la tête avec une étrange sérénité. À l'étage, les vitrines sont au fond. Mais attention à ce que vous ouvrez. Certains documents ne sont pas destinés à un public non averti. Elle ne sourit pas. Il n'était pas ironique. Il nous mettait en garde. Rodrigo déglutit. Dans la vitrine centrale reposaient 3 volumes reliés cuir. Le plus ancien arborait le symbole des armoiries, mais avec ses 4 quartiers complets. Dans le quartier caché, à peine visible, se trouvait un relief représentant un soleil stylisé et, en dessous, une inscription latine, Custodia lucem, non gloriam, gardez la lumière, non la gloire. Rodrigo leva les yeux. Un ordre religieux. Fernando secoua doucement la tête. Pas exactement, il ouvrit le livre en portant des gants blancs. La première chose qu'il vit n'était pas du texte, mais un dessin, un cercle subdivisé, semblable à celui des armoiries. Dans chaque cadran, un mot, observar, experiri, rationar, servar, observer, expérimenter, raisonner, garder. Rodrigo haussa les sourcils. Cela ressemble à une méthode scientifique primitive. Fernando esquissa un sourire, ou un fragment, en marge, écrite à la plume fine, une phrase manifestement ajoutée plus tard, la lumière ne s'enseigne pas, elle se transmet. Et là, à côté de cette note, se trouvait la signature. Le bibliothécaire avait dit que le fondateur de la ville était un militaire, un homme politique local. Mais cette signature, sans aucun doute, appartenait à un autre nom, bien plus troublant, Benito R. Villamediana, Société naturaliste de Cadix, 1782. Rodrigo se figea. Fernando, penses-tu à la même chose que moi? Fernando referma soigneusement le livre, comme quelqu'un qui garde un secret vivant. Ce n'était pas qu'un fondateur. Il faisait partie d'une société scientifique, une société interdite au fond de la pièce. Ils crurent entendre un léger bruissement, un pas étouffé. Mais lorsqu'ils se retournèrent, il n'y avait personne, seulement des ombres, et une très faible lueur filtrait entre les pages fermées du livre, comme si quelque chose brûlait encore à l'intérieur. Le craquement reprit. Cette fois, plus distinctement. Une légère vibration parcourut les étagères, comme si le bois se souvenait d'un passé ancien. Fernando fit un pas en avant. Rodrigo, lui, recula instinctivement. Ce n'était pas qu'un fondateur, répéta Fernando à voix basse. Il était un gardien. Les pages du livre s'ouvrirent légèrement, d'elles-mêmes, comme si un courant d'air les avait parcourus. Mais il n'y avait pas d'air à l'intérieur. Seulement une lumière tremblante, aussi fine qu'un fil, qui semblait vouloir s'échapper. Rodrigo déglutit. Qu'est-ce qu'il gardait? L'ombre au fond de la pièce sembla avoir bougé.
ou peut-être était-ce le souvenir d'un mouvement. La pénombre était trompeuse, ou un avertissement. Fernando effleura le livre du bout des doigts. Un frisson lui parcourut le bras. Une découverte, dit-il. Quelque chose qui n'aurait pas dû exister à cette époque. Ces mots semblèrent allumer une lumière intérieure qui s'intensifia. Il l'appelait Clarita, murmura Fernando. Une énergie, une sorte de connaissance qui illuminait la conscience, mais qui pouvait aussi la détruire. Rodrigo serait dit. Détruire, on dit que celui qui la comprenait pouvait voir ce qui se cache derrière la réalité. Et tout le monde ne pouvait pas supporter cette clarté. Les ombres se refermèrent un peu plus autour d'eux. Fernando passa la main sur la page ouverte. L'encre paraissait fraîche, récente, impossible. Voici le document, poursuivit-il. Le traité interdit. Ils l'ont caché pour éviter qu'il ne tombe entre les mains de l'autre société, celle qui voulait l'utiliser sans scrupule. Rodrigo sentit comme un pouls palpable dans l'air. Non pas à cause du livre. Dans toute la pièce. Et quel rapport avec nous, demanda-t-il avec difficulté. Fernando ne répondit pas tout de suite. Son regard se perdit dans le manuscrit, dans cette lumière qui semblait brûler depuis des siècles. Tout, murmura-t-il finalement, parce que nous sommes tous les deux, mentionnés ici, dans une généalogie, dans une liste d'héritiers des Clarita. Un murmure parcourut la pièce, comme si quelqu'un marchait derrière eux, invisible. Rodrigo sursauta. Héritier? Nous? Fernando hocha la tête, avec un mélange de peur et de résignation. Nous sommes les derniers, et personne n'était censé trouver ça. La lumière du livre vacilla. Les ombres s'écartèrent. La pièce sembla plus étroite qu'à l'ordinaire. Ce n'était pas un changement physique, mais quelque chose dans l'atmosphère, un poids silencieux qui semblait peser sur les murs et leurs contours. L'un des présents était arrivé, accablé par la lassitude, avec le sentiment d'avoir parcouru un long chemin pour finalement ne rien découvrir. Les intuitions qui avaient jadis paru prometteuses semblaient désormais fragiles, presque naïves. Peut-être n'y a-t-il pas de dessein, peut-être n'y en a-t-il jamais eu, ajouta-t-il d'un ton sec, comme pour éteindre tout espoir de sens. Le silence qui suivit n'était pas un répit, mais une accusation muette. Chacun sentait, sans l'admettre, que la vérité était proche, non pas pour être comprise, mais pour se retourner contre eux. C'était cette sensation désagréable de se diriger vers un lieu où les réponses n'éclairent pas, mais révèlent au contraire des failles plus profondes. Fernando, qui observait depuis un moment, prit enfin la parole. Nous pensions que les contradictions étaient éphémères. Mais peut-être sommes-nous les contradictions. Personne ne lui répondit. L'idée était trop dérangeante pour être acceptée et trop plausible pour être rejetée. Leurs regards se croisèrent avec méfiance, comme si chaque visage dissimulait une part d'opacité, un secret que les autres ne devaient pas connaître. La convergence des points de vue, qui en d'autres occasions avait apporté des nuances enrichissantes, ne provoqua cet après-midi-là que la confusion. Chaque intervention semblait contredire la précédente, et chaque tentative d'éclaircissement ouvrait un nouvel espace d'incertitude. La lumière du soleil couchant pénétrait par la fenêtre, faible, morne, comme si elle aussi commençait à s'éteindre. L'atmosphère s'alourdissait encore, devenant presque irrespirable. Ils avaient l'impression, au lieu d'approcher le mystère, de s'y enfoncer sans boussole ni véritable compagnie. Et pourtant, personne n'osait partir. Une sombre impulsion les retenait, la crainte que ce qu'ils allaient découvrir ne les guérirait pas, mais les briserait davantage. Un silence pesant régnait dans la pièce, seulement troublé par le craquement occasionnel du plancher sous leurs pas. Chaque ombre semblait animée d'une vie propre, et les regards des présents cherchaient des explications là où il n'y en avait pas. C'était comme si le mystère lui-même respirait à leur côté, les observant, sondant leurs peurs et leurs hésitations. Il faut continuer, murmura l'un d'eux, à peine audible. On ne peut pas laisser la peur nous paralyser, mais avancer n'était pas chose aisée. Chaque pas vers le centre de la pièce dévoilait des objets oubliés, des documents anciens et des reliques qui témoignaient d'un passé lourd de secrets et de trahisons. Les fragments de l'héritage de l'Empire étaient là, éparpillés et silencieux, attendant d'être compris. Pendant ce temps, un sentiment de vulnérabilité grandissait en eux, la certitude que découvrir la vérité ne serait pas un soulagement, mais une épreuve qui mettrait leur force intérieure à rude épreuve. Pourtant, cette tension même leur conférait une étrange force, une conscience aiguë, une concentration absolue et la volonté d'affronter l'inconnu avec toute leur ingéniosité et leur courage. Quelque chose allait être révélé,
et ils le savaient tout. Il ne s'agissait pas seulement d'histoire ou de reliques, mais d'une énigme qui allait bouleverser leurs convictions, leurs relations et leur vision du monde. Chaque respiration était un pont entre la sécurité apparente et la réalité cachée de l'empire qu'ils avaient hérité, et aucun d'eux ne pouvait prévoir le prix qu'ils devraient payer pour la dévoiler. L'un d'eux, les mains tremblantes mais déterminées, s'approcha d'un vieux bureau poussiéreux. Parmi des papiers et des parchemins jaunis, il trouva une enveloppe scellée à la cire, ornée d'un emblème à peine reconnaissable, un aigle bicéphale, symbole de puissance et de vigilance. En brisant le sceau, un message apparut, écrit à l'encre noire dans une calligraphie ancienne, qui semblait murmurer des secrets enfouis depuis des siècles. Ceci pourrait être le premier indice, murmura-t-il en s'approchant, retenant son souffle. Nous devons le lire ensemble. Le message contenait des coordonnées, des noms oubliés et des références à des événements enfouis dans l'histoire officielle de l'Empire. Chaque mot semblait ouvrir des portes sur un passé secret, et à chaque ligne lue, le sentiment de danger et de fascination grandissait. Ils comprirent que leur découverte allait bouleverser non seulement leur compréhension de l'héritage, mais aussi leur propre vie et leurs décisions futures. Tandis qu'ils débattaient du sens de chaque indice, l'un d'eux remarqua une régularité, les références n'étaient pas aléatoires, mais formaient une carte cachée, un guide qui les mènerait à la vérité, à condition toutefois de savoir interpréter correctement chaque signe. La tension se mêlait à l'excitation, ils savaient que le chemin serait ardu et que la moindre erreur pourrait être fatale. Cependant, la curiosité et la détermination l'emportaient sur la peur. Le message en main et le premier indice déchiffré, les personnages se préparèrent à l'étape suivante, conscients que l'héritage de l'Empire commençait à se dévoiler et que sa compréhension exigerait une ingéniosité, un courage et une coopération sans précédent. La carte secrète étalée sur la table, les personnages élaborèrent leur plan. Ils suivirent prudemment l'itinéraire. Chaque coordonnée semblait les mener vers des lieux oubliés, dissimulés parmi les ruines et les vestiges de l'Empire, des endroits que peu avaient osé explorer. Nous devons rester vigilants, dit l'un d'eux. La moindre erreur pourrait nous faire perdre définitivement notre chemin. Ils partirent à l'aube, chargés d'équipements et de parchemins anciens susceptibles de leur servir à déchiffrer des symboles et des inscriptions oubliées. L'air était lourd de mystère, chaque ombre d'arbre et chaque rocher semblait receler des secrets du passé. Leur premier obstacle ne tarda pas à apparaître, un pont de pierre délabré, suspendu au-dessus d'un abîme qui ne figurait sur aucune carte. Le message mentionnait une rivière qui n'existait plus dans les archives actuelles, mais la géographie antique correspondait aux coordonnées. Il semble impossible de traverser, murmura l'un d'eux, tandis que la pierre craquait sous son poids. Mais ils se souvinrent que le message contenait non seulement des coordonnées, mais aussi des symboles qui indiquaient la voie à suivre. Chaque symbole sur les parchemins correspondait à une pierre solide, un endroit sûr où se tenir. C'était une énigme à la fois physique et intellectuelle, l'un devait interpréter correctement les symboles, et l'autre les guider pas à pas. Prudemment, suivant les motifs de l'ancienne carte, ils commencèrent à traverser le pont. Chaque pas exigeait concentration et confiance mutuelle, une seule erreur pouvait signifier une chute dans le vide, synonyme de perte non seulement de la vie, mais aussi de la possibilité de déchiffrer l'héritage de l'Empire. Lorsqu'ils atteignirent l'autre rive, leur cœur battait la chamade, et un mélange de soulagement et d'excitation les envahit. Ils avaient surmonté leur premier défi, mais ils savaient que ce n'était que le début d'une série d'épreuves bien plus complexes. Si ce n'est que le premier obstacle, dit-il en jetant un coup d'œil aux coordonnées, alors l'Empire ne voulait vraiment pas que quiconque découvre son secret facilement. Le soleil se leva sur les ruines, illuminant ce qui ressemblait à un ancien chemin couvert de symboles gravés dans la pierre. Les personnages comprirent que la véritable épreuve ne serait pas seulement physique, mais aussi mentale et morale, et que chaque décision pourrait révéler ou bloquer à jamais l'héritage de l'Empire. L'énigme des inscriptions perdues. Après avoir traversé le pont en ruine, les personnages arrivèrent devant un temple à demi ruiné, envahi par la végétation et recouvert de poussière séculaire. L'entrée était bloquée par une porte de pierre ornée d'inscriptions anciennes, de symboles et de mots dans une langue qui semblait mêler des langues connues et oubliées. « C'est, » murmura l'un d'eux, les yeux écarquillés d'étonnement. « C'est un message codé. Nous devons le déchiffrer pour continuer. » Le message gravé sur la pierre disait « Quiconque recherche l'héritage doit unir les trois éléments, le soleil qui ne se couche jamais, le fleuve qui revient sans cesse et la parole qui ne s'oublie jamais. » Qu'est-ce que cela peut bien signifier demanda un autre.
Une énigme historique, ils se mirent aussitôt à analyser chaque phrase. Ils se remémorèrent les rouleaux du message initial, qui évoquaient des événements et des lieux oubliés de l'Empire. Le soleil qui ne se couche jamais semblait faire référence au temple central de l'Ancien Empire, où la lumière illuminait sans cesse une mosaïque circulaire. Le fleuve qui revenait devait être son lit désormais asséché, celui qui jadis nourrissait la cité. Et le mot jamais oublié semblait désigner un manuscrit ou une inscription capitale, préservée de génération en génération. Si nous combinons ces trois éléments, peut-être la porte s'ouvrira-t-elle, dit l'un d'eux, enthousiaste. Ils suivirent les indices. D'abord, ils placèrent un miroir ancien sur la mosaïque circulaire du soleil, reflétant la lumière sur les symboles du mur. Ensuite, ils tracèrent le cours de l'ancien fleuve dans le sable, recréant son tracé sur la pierre du seuil. Enfin, ils récitèrent avec précision et recueillement la plus ancienne inscription trouvée sur les rouleaux, le mot jamais oublié. Un léger tremblement parcourut le passage, et les symboles se mirent à briller d'une douce lumière. Lentement, la pierre bougea, révélant un passage secret qui descendait profondément dans le temple. « Nous avons réussi », murmura l'un d'eux, la voix mêlée d'excitation et d'admiration. L'Empire a laissé un héritage à ceux qui savent observer, écouter et réfléchir en progressant dans le passage. Ils comprirent que chaque obstacle était conçu non seulement pour éprouver leur ingéniosité, mais aussi leur détermination, leur coopération et leur respect de l'histoire. Le véritable défi que représentait l'héritage de l'Empire ne faisait que commencer. Le premier secret de l'Empire. Le passage descendait en spirale, éclairé par des torches qui semblaient s'allumer à leur approche, comme si le temple lui-même reconnaissait les chercheurs. Chaque pas était empreint de mystère et d'anticipation. Au bout du tunnel, ils atteignirent une chambre circulaire, dont les murs étaient couverts de fresques et de reliefs retraçant l'histoire de l'Empire, de ses origines à sa chute. Mais il ne s'agissait pas seulement d'histoire, chaque image était accompagnée de symboles codés et de messages cachés, destinés uniquement à ceux qui savaient lire entre les lignes. Des lignes. Au centre de la pièce, un piédestal de marbre supportait un coffre antique, fermé par un mécanisme combinant runes, engrenages et petits aimants métalliques. Une inscription y figurait, « Seuls ceux qui unissent savoir, courage et cœur pourront révéler ce que l'Empire a voulu préserver à jamais, c'est plus qu'un trésor », murmura l'un d'eux. C'est un héritage de sagesse, et peut-être aussi de responsabilité. Ils se mirent à examiner le coffre. Chaque engrenage exigeait de la coopération, chaque rune une connaissance historique ou symbolique, et chaque mouvement devait être exécuté avec précision et soin. Après plusieurs tentatives, chacun apportant son habileté, ils parvinrent à l'ouvrir. À l'intérieur, ils découvrirent un parchemin ancien, illustré de cartes, de diagrammes et de notes sur l'Empire, ainsi qu'un médaillon portant des inscriptions qui semblaient contenir un message codé secret. Le parchemin révéla que la puissance de l'Empire ne résidait pas seulement dans ses conquêtes, mais aussi dans sa capacité à préserver le savoir et les valeurs universelles, et à les transmettre à ceux qui étaient dignes de les comprendre. Ceci changera notre vision de l'histoire, dit l'un d'eux avec respect. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir, mais aussi d'héritage et de responsabilité. Tandis qu'ils tenaient le médaillon et lisaient le parchemin, ils comprirent que l'héritage de l'Empire n'était pas un simple trésor matériel, mais un appel à apprendre, à protéger et à appliquer la sagesse dans le monde moderne. Chaque indice, chaque symbole, chaque épreuve rencontrée jusqu'alors les avait préparés à cette découverte. Le temple sembla vibrer autour d'eux, comme pour reconnaître que les chercheurs avaient réussi les épreuves de l'esprit et du cœur, et pouvaient désormais saisir le véritable sens de l'héritage de l'Empire. Interprétation du parchemin. Tandis que la lumière du temple filtrait à travers les hautes fenêtres, les chercheurs se rassemblèrent autour du parchemin ouvert sur la pierre centrale. Leurs yeux parcoururent les symboles, certains familiers, d'autres si étranges qu'ils semblaient murmurer dans une langue oubliée. Ils comprirent que lire ne suffisait pas, il leur fallait comprendre, déchiffrer l'intention emprisonnée entre les lignes et les dessins, entre l'encre et le temps. Chaque symbole est un principe, chaque trait un conseil, dit l'un d'eux d'une voix tremblante, comme s'il s'adressait à la fois aux autres et à lui-même. Ce n'est pas une carte des richesses, mais un manuel de sagesse, un héritage vivant qui exige de l'action, non une contemplation passive. Chaque interprétation soulevait de nouvelles questions. Que signifie protéger le savoir dans un monde qui semble vouloir l'oublier? Comment appliquer cette sagesse sans la corrompre ni la soumettre à de mesquins intérêts? Sommes-nous prêts à assumer des responsabilités qui dépassent notre propre existence? Le groupe débattit,
discuta et réfléchit pendant ce qui parut des heures, mais qui aurait pu n'être que quelques minutes. L'urgence était palpable, tout comme la conviction qu'une décision hâtive pourrait anéantir tout ce qu'ils avaient appris. Ils comprenaient que le véritable défi de cet héritage ne résidait pas dans la découverte elle-même, mais dans la manière dont ils le mettraient en pratique. Finalement, l'un d'eux attira son attention sur un détail qui était passé inaperçu, un symbole récurrent en marge, un petit cercle qui semblait contenir un point lumineux. Ce n'est pas qu'une simple décoration, dit-il. C'est un rappel, chaque action a un centre, un but. Nous devons le trouver et agir en conséquence. Fort de cette conviction, les chercheurs se levèrent, conscients que chaque pas qu'ils feraient désormais définirait non seulement leur propre destin, mais aussi celui de ceux qui ignoraient encore l'héritage de l'Empire. L'aventure de la compréhension se muait en une aventure de responsabilité et de choix, et chacun devait décider comment contribuer à faire de la sagesse une réalité vivante. La première décision. Après des heures de réflexion, le groupe se trouva face à un dilemme évident. Le parchemin mentionnait un lieu où les anciens gardiens avaient déposé un savoir oublié, des archives secrètes renfermant des instructions, des inventions et des écrits d'une valeur inestimable. Cependant, le texte avertissait clairement que l'accès à ce lieu ne devait pas être motivé par l'ambition personnelle, mais uniquement par la volonté d'appliquer la sagesse avec justice et prudence. Si nous gardons cela pour nous seuls, nous détruirons ce qui nous a été confié, déclara Fernando d'un ton ferme. Mais si nous le partageons avec ceux qui peuvent en faire bon usage, nous veillerons à ce que cet héritage atteigne sa destination. Rodrigo, plus pragmatique, fronça les sourcils. Mais comment être sûr de qui mérite de faire confiance à ce savoir, qui décide du bien et du mal? Le débat se poursuivit, mais le parchemin semblait irradier d'une douce lumière, comme pour guider leur intuition. Finalement, ils découvrirent un principe dans ces mots anciens, l'action doit profiter à tous, et non à l'individu. La décision devint alors évidente, le savoir devait être protégé et partagé uniquement avec ceux qui faisaient preuve de responsabilité et de respect, et non avec ceux qui recherchaient le pouvoir ou la richesse. Par cet accord, les chercheurs scellèrent leur pacte. Chacun s'engagea à agir non par intérêt personnel, mais pour le bien commun, conscient que ce premier pas déterminerait la suite. L'aventure cessa d'être une simple découverte et devint une mission d'éthique et de discernement, et le parchemin se transforma en un guide silencieux, un juge de leurs décisions futures. Le temple, désormais silencieux, sembla approuver la résolution prise. La lumière illumina de nouveau les symboles et, pour la première fois, les chercheurs eurent le sentiment d'avoir saisi quelque chose de plus profond que toute richesse matérielle. Le véritable héritage de l'Empire ne résidait pas dans ce qui était conservé, mais dans la manière dont le savoir était appliqué au monde. Appliquer l'héritage. En quittant le temple, les chercheurs abordèrent le quotidien avec un regard neuf. Chaque décision, chaque geste, devenait conscient, chaque interaction avec autrui était imprégnée de l'enseignement contenu dans le parchemin. Ils comprirent que protéger la sagesse ne signifiait pas l'isoler, mais plutôt lui donner vie par des actions éthiques et réfléchies. Le premier à agir fut celui qui avait le plus hésité lors du débat précédent. Appliquant les principes du parchemin, il contribua à résoudre un conflit local apparemment insoluble en écoutant attentivement et en maîtrisant ses impulsions, se souvenant que le véritable pouvoir réside dans la prudence, non dans la coercition. Les résultats ne furent pas immédiats, mais ils furent durables. Les parties commencèrent à collaborer, apprenant à privilégier la justice et l'équité au détriment de l'intérêt personnel. Le chef du groupe décida de consacrer du temps à enseigner aux jeunes du village l'importance du discernement et de la patience, transmettant les principes de l'héritage sans révéler de secrets ni de formules. Ainsi, la sagesse se répandit discrètement mais efficacement, formant un petit cercle de personnes capables de comprendre la responsabilité qui accompagne le savoir. D'autres membres du groupe commencèrent à appliquer l'éthique du parchemin à leurs décisions professionnelles et personnelles. Ils ne prirent pas de raccourcis ni n'exploitèrent les ressources à leur propre profit. Ils choisirent plutôt des voies susceptibles d'engendrer un impact collectif positif, même si cela impliquait plus d'efforts et d'attentes. Chaque action, aussi infime fût-elle, devenait le reflet de l'héritage de l'Empire, car elle démontrait que la véritable richesse ne réside pas dans la possession, mais dans le juste usage du savoir. Le parchemin, toujours présent dans leur mémoire,
cessa d'être un objet physique pour devenir un principe vivant guidant leurs pensées, leurs priorités et leur conduite quotidienne. Les chercheurs comprirent que l'Empire ne leur avait pas légué de trésors matériels, mais une culture de responsabilité, de prudence et de sagesse, capable de transformer les individus et les communautés si elle était appliquée avec intégrité. Conclusion, la véritable valeur de l'héritage. Avec le temps, les chercheurs comprirent que leur aventure avait changé quelque chose de plus profond que leurs destins individuels, elle avait transformé leur vision du monde, leur façon de penser et d'agir. Le parchemin n'était plus un objet mystérieux, ni le temple un lieu d'énigmes. Tous deux avaient rempli leur mission en guidant ceux qui étaient capables de comprendre que le véritable héritage de l'Empire réside dans la sagesse mise en pratique. Chaque décision prise, chaque conflit résolu avec prudence, chaque leçon partagée reflétait le principe fondamental légué par les anciens, le savoir n'a de valeur que s'il est appliqué avec justice, patience et responsabilité. Les richesses matérielles peuvent se perdre, les titres s'évanouir, les empires s'effondrer, mais la sagesse intégrée au quotidien perdure et transforme. Les chercheurs comprirent que l'Empire leur avait légué bien plus que de l'or ou des joyaux, un mode de vie conscient et éthique, la preuve que l'intelligence humaine ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à l'usage que l'on fait de son savoir. Chaque action inspirée par ce principe était un petit empire de justice, de réflexion et de bienveillance. Enfin, contemplant l'horizon depuis les remparts du temple, ils sentirent que leur mission ne s'achevait pas avec l'aventure, mais commençait là, chaque jour, à chaque choix. L'héritage de l'Empire devint alors un appel constant, vivre en pleine conscience, appliquer la sagesse, protéger ce qui est précieux et transformer le monde par l'exemple. Fort de cette certitude, les chercheurs entreprirent leur retour vers le monde moderne, emportant avec eux non un trésor matériel, mais l'héritage éternel de la prudence, du discernement et de la responsabilité, un héritage qui, cultivé, ne saurait jamais se perdre. Note de l'auteur. L'héritage de l'Empire n'est pas un récit d'aventure superficielle ni un guide des richesses matérielles, mais une invitation à la compréhension. Comprendre que la véritable valeur de tout héritage historique réside dans la sagesse mise en pratique est essentiel. Les objets, symboles et énigmes du passé n'acquièrent leur sens que lorsqu'ils inspirent des décisions responsables, prudentes et éthiques à ceux qui les découvrent. Tout au long de ces pages, les chercheurs ont appris que protéger et appliquer le savoir exige réflexion, patience et discernement. Chaque choix, chaque geste, chaque enseignement partagé participe d'un héritage vivant qui transcende les empires et les siècles et trouve sa signification dans les actions quotidiennes. Si cet ouvrage parvient à amener le lecteur à réfléchir à l'importance d'agir consciemment, de valoriser la responsabilité et de mettre en pratique ses connaissances, alors il aura atteint son but. L'héritage de l'Empire, en définitive, n'est pas enfermé dans des temples ou des rouleaux, mais dans la manière dont chacun vit sa sagesse et contribue au bien commun.